Une jeune fille de 17 ans s'est effondrée à l'intérieur de la bibliothèque publique à 16h37 un mardi. Son corps a finalement cédé après 11 mois passés à dormir sur les grilles gelées du métro. Pendant près d'un an, les bibliothécaires avaient vu son poids diminuer, son manteau s'amincir, sa toux s'aggraver. Mais c'est le mot plié qui est tombé d'un livre rendu 3 heures plus tôt qui a tout changé. Ce que cette note révélait allait mobiliser 400 Hells Angels à travers 2 États et dénoncer un tuteur qui volait les morts. Et c'est là que personne n'avait rien vu venir. Avant de continuer, abonnez-vous à la chaîne et dites-nous d'où vous nous regardez dans les commentaires. Bonne lecture. J'ai écrit 52 notes. Je les ai cachées dans 52 livres différents pendant 4 mois. Quelqu'un devait se soucier suffisamment de moi pour en lire une. Quelqu'un devait me croire. Telles furent les paroles d'Eleanor Rose Bennett à la première personne qui l'écouta. Un détective privé nommé Daniel Hayes, connu de ses frères sous le nom de Wolf. Mais nous allons trop vite. Revenons au samedi après-midi du 12 février, lorsque Dorothy Henderson fit une découverte qui allait déclencher un compte à rebours de 19 jours. Dorothy était bibliothécaire en chef à la bibliothèque publique de Lakeside depuis 34 ans. Elle avait vu des clients laisser des marque-pages, des reçus, des listes de courses, voire des lettres d'amour glissées entre les pages. Elle les jetait généralement sans les lire. Mais ce samedi-là, alors qu'elle effectuait son contrôle hebdomadaire des livres rendus, elle a sorti Where the Crowd Sing du chariot de traitement et un petit morceau de papier de cahier plié en un carré serré s'est échappé et a atterri sur son bureau. Quelque chose l'a fait s'arrêter. Peut-être était-ce la précision des plis. Peut-être était-ce l'intuition acquise au cours de 3 décennies passées à observer discrètement le comportement humain dans un espace public. Elle l'a déplié. L'écriture était petite, soignée, chaque lettre délibérée. Je m'appelle Eleanor Rose Bennett. J'ai 17 ans. Je suis sans domicile depuis près d'un an. Mon tuteur, Thomas Richards, a volé 197 000 dans le fonds fiduciaire de mes parents pendant que je dormais sur les grilles du métro. J'ai des preuves, des relevés bancaires, des emails, des notes de frais, cachés dans le coffre-fort numéro 447 de la Community Trust Bank. La clé est collée à l'intérieur de la porte de l'armoire, 3e compartiment, toilette des femmes de cette bibliothèque. Mon 18e anniversaire est le 3 mars. Si je ne survis pas jusqu'à cette date, il héritera de tout. Si vous lisez ceci, s'il vous plaît, regardez. S'il vous plaît, intéressez-vous à mon cas. Les preuves sont réelles. Les mains de Dorothy se mirent à trembler avant qu'elle n'ait fini sa 2e phrase. Elle reconnut immédiatement cette description. La jeune femme qui venait à cette bibliothèque tous les jours, de 9h à 21h, depuis des mois. Ses cheveux auburn toujours tirés en arrière. Son manteau gris trop grand, même lorsque la température atteignait 5 degrés. La façon dont elle s'excusait lorsque Dorothy la réveillait doucement à l'heure de fermeture. La façon dont elle rassemblait son sac à dos à la fermeture éclair cassée et sortait dans l'hiver rigoureux du Michigan comme si elle avait un endroit chaud où aller. Sauf qu'elle n'en avait pas. Dorothy s'en était toujours doutée. Maintenant, elle en était certaine. L'horloge murale de la bibliothèque indiquait 15h15. Dorothy se dirigea vers les toilettes pour femmes, le cœur battant si fort qu'elle pouvait l'entendre. 3e cabine à partir de l'entrée. Elle ouvrit la porte du placard sous le lavabo, celle qui contenait le papier toilette et les recharges de savon. Là, collé à l'intérieur de la porte du placard avec du ruban adhésif transparent, se trouvait une petite clé en laiton. Le chiffre 4 était gravé dans le métal. Dorothy resta là pendant 11 secondes, fixant cette clé, comprenant le poids de ce qu'elle représentait. Une adolescente avait caché la preuve de son exploitation dans des toilettes publiques, espérant que quelqu'un, n'importe qui, suivrait les instructions et se soucierait suffisamment d'elle pour agir. Pendant un instant, Dorothy envisagea d'appeler la police. C'était la réponse logique, la procédure à suivre, la chose la plus sûre à faire. Mais elle était bibliothécaire depuis assez longtemps pour comprendre comment fonctionnent les systèmes. Si elle appelait la police, celle-ci contacterait le tuteur légal, Thomas Richards, l'homme qui volait cette fille. L'homme qui avait déjà manipulé des documents pour faire passer Elena pour une fugueuse en difficulté. Il fournirait des documents. Les autorités s'en remettraient aux autorités et Elena disparaîtrait complètement, ou pire. Non, il fallait quelqu'un qui agirait d'abord et s'occuperait de la bureaucratie ensuite. Dorothy sortit son téléphone et fit défiler ses contacts.
Michelle Park, une habituée qui empruntait toujours des livres sur l'éducation des enfants, travaillait pour les services sociaux du comté. Dorothy se souvenait que le mari de Michelle faisait partie d'un club de motards. Elle avait vu son gilet une fois lorsqu'il était venu chercher Michelle après que sa voiture soit tombée en panne. Hells Angels, section de Détroit. Le doigt de Dorothy resta suspendu au-dessus du numéro de Michelle pendant 3 secondes. Puis elle appuya sur la touche d'appel. Michelle, ici Dorothy Henderson de la bibliothèque. Je dois parler à votre mari immédiatement. Il s'agit d'un jeune en grand danger. 25 minutes plus tard, Michelle Park franchit les portes de la bibliothèque accompagnée d'un homme qui semblait avoir passé des décennies à travailler de ses mains. Gilet en cuir, barbe grisonnante, regard qui évaluait tout en 2 secondes au chrono. Il s'agissait de Daniel Wolf Hayes, le mari de Michelle, détective privé depuis 22 ans et membre des Hells Angels depuis 18 ans. Dorothy les conduisit dans son bureau et tendit la note à Wolf sans dire un mot. Il la lut lentement une première fois, puis une seconde fois, la mâchoire crispée. Il la passa à Michelle. Elle la lut, et Dorothy vit ses yeux se remplir de larmes. Michelle travaillait dans les services sociaux. Elle avait déjà vu ce genre de situation. Exploitation financière, isolement, manipulation du système. Des enfants vulnérables tombaient entre les mailles du filet, tandis que les prédateurs opéraient au grand jour en utilisant des documents juridiques comme camouflage. Cette clé, dit-elle, dit Wolf d'une voix basse et maîtrisée. Tu sais où elle se trouve? Dorothy acquiesça. Dans les toilettes des femmes, j'ai vérifié, elle est là. Wolf se leva. Nous avons besoin de preuves solides avant de confronter un tuteur. Nous ne pouvons pas agir sans documentation. Elle dit qu'il y a un coffre-fort à la Community Trust Bank, dit Dorothy. Le numéro 447, elle dit que toutes les preuves s'y trouvent. Michel jeta un coup d'œil à sa montre. La banque est fermée. C'est samedi après-midi. Wolf sortit son téléphone. Je connais le responsable des opérations du week-end. C'est un ancien client. J'ai récupéré 63 000 dans une affaire de fraude il y a 3 ans. Il m'est redevable. Il passa son appel, sortit dans le couloir et parla à voix basse pendant 4 minutes. Quand il revint, il regarda Dorothy et Michelle. Greg nous retrouve là-bas dans 20 minutes. Il ouvrira le coffre. À 16h02, dans la salle des coffres de la Community Trust Bank, Gregory Simmons, responsable des opérations du week-end, a utilisé la clé des toilettes de la bibliothèque pour ouvrir le coffre-fort numéro 457. À l'intérieur se trouvait un dossier en papier craft rempli de documents. Wolf a tout photographié méthodiquement avant de toucher quoi que ce soit, afin de préserver la chaîne de conservation. Puis, il a ouvert le dossier. Des relevés bancaires indiquant des retraits mensuels de 11 000 d'un compte fiduciaire. 17 mois de retrait pour un total de 187 000 Un relevé de carte de crédit au nom de Thomas Richard, indiquant un virement direct de 26 000 du compte fiduciaire vers sa carte Mastercard personnelle. La preuve que les fonds n'étaient pas destinés à Elena. Les noces de frais que Richard avait soumises à l'administrateur du compte fiduciaire. Cours particulier, 8 500 Soins médicaux, 6 200 Matériel pédagogique, 4 800 Toutes ces dépenses étaient fictives. Les dossiers scolaires d'Elena prouvaient qu'elle avait suivi des cours gratuits en ligne pendant toute cette période, contredisant ainsi les demandes de remboursement des cours particuliers. Des emails imprimés que Richards avait envoyés à la société fiduciaire décrivant Elena comme une enfant perturbée, refusant toute aide, vivant volontairement dans la rue malgré mes efforts. Une chronologie manuscrite dans l'écriture soignée d'Elena, les dates auxquelles elle avait essayé d'obtenir de l'aide, les organismes qu'elle avait contactés, toutes les portes qui s'étaient fermées parce que les documents juridiques de Richard la faisaient passer pour une fugueuse instable. Des photos. Elena aux funérailles de ses parents, encore à un poids normal. Elena 6 mois plus tard, visiblement plus mince. Elena 10 mois plus tard, émaciée, portant le même manteau, prise en photo à son insu par une caméra de sécurité de la bibliothèque à laquelle Dorothy avait eu accès. Dossiers médicaux datant de 16 mois, taille 1,65 m, poids 55 kg, adolescente en bonne santé. Pas de dossier récent car elle n'avait pas accès aux soins de mais la comparaison était accablante. Et un autre document, une lettre scellée dans une enveloppe séparée adressée à la personne qui trouverait cela. Wolf l'ouvrit, la lut en silence, puis la lut à haute voix. Je m'appelle Eleanor Rose Bennett. J'ai 17 ans.
Mes parents, David et Carolyn Bennett, sont morts dans un accident de voiture il y a 16 mois. Ils m'ont laissé un fonds fiduciaire de 420 000 provenant de leur assurance vie et de leurs économies. Thomas Richards, l'associé de mon père, a été nommé tuteur. Pendant les 5 premiers mois, il semblait gentil. Puis il a changé. Il a commencé à boire. Je l'ai entendu au téléphone parler de gérer la situation jusqu'en mars. Il a déposé des documents judiciaires me qualifiant d'instable, de fugueuse volontaire. Puis il m'a dit que je devais apprendre à être indépendante et m'a fait partir avec 50 et mon sac à dos. J'ai essayé les services sociaux. Ils ont vu ces documents et l'ont cru. J'ai essayé la police. Il avait déjà déposé un avis de recherche affirmant que j'avais fugué. J'ai essayé les conseillers scolaires, les refuges pour jeunes, ma famille, mes amis. Toutes les portes se sont fermées parce qu'il avait créé une trace écrite, me faisant passer pour quelqu'un qui refusait l'aide. Je vis dans cette bibliothèque et je dors sur les grilles du métro depuis 11 mois. Je vais avoir 18 ans le 3 mars, soit 19 jours après la date à laquelle j'écris ces lignes. Quand j'aurai 18 ans, j'aurai légalement accès à ce qui reste de ma fiducie. Mais si je ne survis pas jusque-là, c'est lui qui en héritera en tant que mon tuteur. J'ai perdu 13 skis. J'ai des engelures aux 3 doigts. Je tousse sans arrêt. Je ne suis pas sûr de tenir encore 19 jours dans ce froid. Si vous lisez ceci, c'est soit que je suis encore en vie et que vous m'avez trouvé, soit que je n'ai pas survécu. Et vous détenez la seule preuve de ce qu'il a fait. Ne le laissez pas s'en tirer comme ça. Mes parents ont travaillé toute leur vie pour me laisser quelque chose. Il est en train de tout perdre au jeu pendant que je meurs de froid. Merci de vous être soucié de moi au point de venir me chercher. C'est plus que ce qu'ont fait la plupart des gens. Elena Rose Bennett, 12 février. La salle des coffres était silencieuse, à l'exception du ronronnement des ventilateurs de climatisation. Wolf regarda Michelle. Elle pleurait, la main pressée sur sa bouche. Gregory Simmons, le directeur de la banque, fixait les documents étalés sur la table. « Bon sang », murmura-t-il. Le téléphone de Wolf vibra. Un SMS de la bibliothèque, le numéro de Dorothy. La jeune femme qui vient tous les jours, Elena, vient de s'évanouir près des ordinateurs. L'ambulance est en route. Wolf montra le SMS à Michelle. Elle le lut et pâlit. « Quel hôpital? » répondit Wolf. « Mercy General, déshydratation sévère, peut-être une hypothermie. Il la transporte en ce moment. » Wolf se tourna vers Gregory. « J'ai besoin d'emprunter votre bureau. Ça va bientôt devenir très bruyant. » Wolf passa 3 appels téléphoniques au cours des 8 minutes suivantes. Premier appel. Service des urgences de l'hôpital Mercy General. Il se présenta comme un détective privé travaillant sur l'affaire Elena Bennett. Il donna son numéro de licence et demanda à parler au médecin traitant. On lui dit qu'Elena était traitée pour déshydratation, malnutrition, gelures de stade 2 à la main gauche et possible pneumonie. Son état était stable, mais grave. Non. La famille n'avait pas encore été contactée car la patiente était consciente et avait demandé à ce que son tuteur ne soit pas prévenu. Deuxième appel. L'inspectrice Maria Gonzalez, de l'unité des crimes financiers de la police de l'État du Michigan. Wolf avait déjà travaillé avec elle sur 4 affaires. Il lui expliqua la situation dans 3 minutes chrono. Exploitation financière, victime mineure, preuve documentaire, tuteur ayant un mobile, compte à rebours de 19 jours avant le 18e anniversaire de la victime. Gonzalez a dit qu'elle le rejoindrait à l'hôpital dans 45 minutes avec un procureur. Troisième appel. Raymond Thunder Kowalski, président de la section des Grands Lacs des Hells Angels, frère de Wolf depuis 18 ans. Cette conversation allait tout changer. Raymond a répondu à la deuxième sonnerie. « Wolf, qu'est-ce qui se passe? » « Thunder, j'ai besoin d'une mobilisation immédiate et totale de la section. » Tous les frères dans un rayon de 160 km. Il y eut un silence. Raymond connaissait Wolf depuis assez longtemps pour comprendre. Wolf n'exagérait pas, ne dramatisait pas, n'appelait pas à la mobilisation sauf en cas d'urgence. « Parle-moi, dit Raymond, d'une voix qui passait en mode commandement. Une fille de 17 ans, Elena Bennett. Ses parents ont été tués il y a 16 mois, lui laissant un fonds fiduciaire de 420 000 $. Ses tuteurs le lui ont volé. 147 000 $ ont disparu alors qu'il retire 11 000 $ par mois. Elle dort sur les grilles du métro depuis 11 mois. 22 températures différentes. Elle est actuellement à l'hôpital Mercy General avec des engelures et une pneumonie.
Où est-ce le tuteur? On ne sait pas encore. Mais voilà le problème, Thunder. Elle aura 18 ans dans 19 jours, le 3 mars. À ce moment-là, elle aura le contrôle légal de ce qui reste. Si elle n'atteint pas ses 18 ans, c'est lui qui héritera de tout en tant que tuteur légal. Il a un motif pour laisser l'exposition résoudre son problème. Raymond resta silencieux pendant 3 secondes. Wolf pouvait l'entendre respirer, réfléchir. Mon frère est mort comme ça, dit Raymond d'une voix rauque. Il y a 15 ans, son tuteur financier l'a exploité, l'a laissé sans abri. Il est mort avant que nous puissions prouver quoi que ce soit. L'affaire n'a pas été résolue parce que personne n'a conservé les preuves. Wolf connaissait cette histoire. C'était la raison pour laquelle Raymond était devenu président. La raison pour laquelle il avait poussé la section à protéger les personnes vulnérables plutôt que de se contenter de rouler à moto. Cette fois, nous avons des preuves, dit Wolf. Des documents papier, des relevés bancaires, des emails, des fraudes aux dépenses, tout. Elle les a cachés dans un coffre-fort et a laissé des notes dans des livres de bibliothèque dans l'espoir que quelqu'un en trouve une. C'est dire à quel point cette gamine est intelligente et désespérée. De quoi avez-vous besoin? De cadeaux, de pression, 200 motos devant cet hôpital pour lui faire comprendre clairement qu'elle n'est plus seule. Ensuite, nous retrouverons Richards, nous saisirons ses biens, nous nous assurerons qu'il ne s'enfuit pas. La police est impliquée. Le détective Gonzalez, crimes financiers. Les procureurs arrivent. Nous agissons dans le respect de la loi, mais je veux qu'ils voient ce qui arrive quand on s'en prend aux orphelins dans cette ville. Vous en aurez 400, a dit Raymond. J'appelle la section d'Iron Valley. Leur président, Marcus Stone, a perdu sa nièce il y a 2 ans à cause de l'exploitation par son tuteur. Il amènera la moitié de sa section pour ça. 400 frères. Elle a passé 11 mois dans l'invisibilité. Personne ne l'a vue. Personne ne l'a aidée. Quand elle sortira de cet hôpital, je veux qu'elle voie une armée. Je veux qu'elle comprenne qu'elle a une famille maintenant. Une vraie famille. Wolf eut la gorge serrée. Elle a écrit dans son mot. Merci d'avoir pris la peine de chercher. C'est ce qu'elle a dit. Après tout, elle a remercié ceux qui pourraient trouver ses preuves. Pas ceux qui pourraient, dit Raymond. Vous l'avez trouvée. Nous l'avons trouvée. Elle est à nous maintenant. Donnez-moi l'adresse de l'hôpital. À 17h47, le bruit a commencé. Un grondement sourd, lointain au début, puis de plus en plus fort. Le rythme distinct des moteurs de moto. Pas quelques-unes, pas une douzaine, mais des centaines. Le bruit d'une puissance maîtrisée. Disciplinée et déterminée. À l'intérieur du service des urgences de l'hôpital Mercy General, Eleanor Rose Bennett était allongée dans un lit, 3 perfusions dans le bras gauche, une canule à oxygène dans le nez, recouverte de couvertures chauffantes en flanelle. Une infirmière nommée Patricia vérifiait ses signes vitaux toutes les 15 minutes, lui avait apporté du jus de pomme et des biscuits. Graham lui avait parlé avec une gentillesse et une fermeté qui donnaient envie à Elena de pleurer, car cela faisait si longtemps qu'un adulte ne l'avait pas traitée comme si elle comptait. Elena entendit les moteurs. Patricia aussi. L'infirmière se dirigea vers la fenêtre, regarda le parking et s'immobilisa. « Chérie, dit Patricia doucement, tu connais quelqu'un qui fait de la moto? » Elena secoua faiblement la tête, perplexe. « Non. Pourquoi? Parce qu'il y en a une centaine dans notre parking en ce moment, et d'autres arrivent. » Elena essaya de s'asseoir, mais son corps était trop épuisé. Patricia l'aida en ajustant le lit. Par la fenêtre, Elena pouvait les voir arriver. Des motos, par dizaines, se mettant en formation avec une précision militaire. Les moteurs descendaient de leurs motos, vêtus de gilets en cuir avec des écussons, barbus, tatoués. Le genre d'homme qui avait l'air terrifiant dans tous les films qu'Elena avait vus. Sauf qu'ils n'avaient pas l'air terrifiants. Ils se tenaient en formation silencieuse, en rang organisé, les bras croisés, attendant. Un homme d'une 50aine d'années, grand, barbu, portant un gilet avec l'inscription « Président » dans le dos, se tenait à l'avant. À côté de lui, un homme plus jeune portant un gilet marqué SGT aux armes. Et à côté de lui, 3 autres hommes, tous surveillant l'entrée de l'hôpital comme des gardes. Le cœur d'Elena se mit à battre à tout rompre. Je ne comprends pas. Pourquoi sont-ils ici? La porte de sa chambre s'ouvrit. Un homme entra, barbe grisonnante, chemise de la police de New York visible sous son gilet Hells Angels, les yeux qui avaient trop vu et qui choisissaient encore de se soucier.
Derrière lui, une femme en tenue professionnelle portait un badge d'identité des services sociaux du comté. Elle est Lena, dit l'homme doucement. Je m'appelle Daniel Hayes, on m'appelle Wolf. Voici Michelle Park, des services sociaux. Nous avons trouvé votre mot, celui que vous avez laissé dans le livre de la bibliothèque. Elena le fixa, incapable de comprendre ses paroles. Nous avons ouvert le coffre-fort, dit Michel doucement en s'approchant. Nous avons vu les preuves, les relevés bancaires, les emails, tout. Nous savons ce qu'a fait Thomas Richards. Nous savons ce que vous avez enduré. Les yeux d'Elena se rempliront de larmes. Vous ne me croyez? Nous ne faisons pas que vous croire, dit Wolf. Nous veillons à ce qu'il ne vous touche plus jamais, ni cet argent. L'inspectrice Gonzalez de la brigade des crimes financiers est ici. Elle examine les documents en ce moment même. Un procureur est en route. C'est en train de se passer. Elena, vous êtes en sécurité. Ces hommes dehors, murmura Elena en regardant vers la fenêtre. Qui sont-ils? Wolf s'approcha de la fenêtre et lui fit signe de regarder. Ce sont les Great Lakes, les Hells Angels, et le groupe qui vient d'arriver, ce sont les Iron Valley de Pennsylvanie. 400 frères, Elena. Ils sont venus parce que quand l'un des nôtres a besoin d'aide, nous répondons présent. Et tu fais partie des nôtres maintenant. Elena se mit à pleurer. De profonds sanglots secouèrent son corps. Sanglots qui venaient de 11 mois de survie, 17 refus, 52 notes cachées, et enfin, quelqu'un qui l'écoutait. Michel s'assit sur le bord du lit, prit délicatement la main d'Elena, attentive aux dommages causés par les engelures sur ses doigts. « Tu n'as pas besoin d'être forte maintenant, » dit Michel. « Tu as été forte pendant près d'1 an. Tu as survécu alors que la plupart des gens n'y seraient pas parvenus. Tu as tout documenté, caché des preuves, trouvé un moyen de demander de l'aide même lorsque toutes les portes étaient fermées. C'est extraordinaire. Mais maintenant, tu peux te reposer. Nous sommes là pour toi. » Patricia, l'infirmière, pleurait aussi, discrètement, en faisant semblant de vérifier la perfusion. Le téléphone de Wolf vibra. Il y jeta un coup d'œil. C'était un SMS du détective Gonzalez. Nous avons suffisamment d'éléments pour obtenir un mandat d'arrêt. Exploitation financière aggravée d'une personne vulnérable. Fraude. Détournement de fonds. Le juge est en train de signer. Avons-nous l'adresse de Richards? Wolf regarda Elena. Savez-vous où habite Thomas Richards? La maison de mes parents, répondit Elena d'une voix creuse. Il l'a prise, a changé l'acte de propriété à son nom. Elle était à moi et il l'a simplement prise. Wolf tapa la réponse. La victime dit que le suspect réside dans la maison de ses parents décédés. Une propriété familiale qu'il s'est frauduleusement appropriée. Adresse. Elena lui donna l'adresse de numéro 47 Woodland Avenue, la maison où elle avait grandi, où ses parents lui avaient donné des baisers avant de s'endormir, où elle avait passé ses Noëls, où elle avait appris à faire du vélo dans l'allée. Wolf envoya l'adresse à Gonzalez, puis il l'envoya à Raymond. Localisation du gardien confirmée, 1847 Woodland A. La police exécutera le mandat dans l'heure. Présence du chapitre. La réponse de Raymond est arrivée en 14 secondes. Déjà en route. Nous les attendrons à leur arrivée. À 18h23, Thomas Wesley Richards était dans la cuisine de la maison de Woodland Avenue, en train de se préparer un bourbon soda, parcourant les codes des paris sportifs sur son téléphone. Il avait misé 400 $200 cet après-midi-là. Il avait bon pressentiment pour le match des Pistons de ce soir. Le retrait du fonds fiduciaire était prévu pour le 1er mars, dans 11 jours. 11 000 $, comme sur des roulettes. Il avait vu les prévisions météo. Un front arctique allait arriver la semaine suivante. Les températures allaient chuter à 1-2 degrés avec le vent. Il ne pensait pas consciemment à Elena. Il ne l'imaginait pas en train de geler. Il n'imaginait pas ses derniers instants. Il ne pensait tout simplement pas à elle. Elle était devenue un obstacle que l'hiver allait éliminer. C'est alors qu'il l'entendit. Le bruit des moteurs. De nombreux moteurs qui devenaient de plus en plus bruyants. Thomas se dirigea vers la fenêtre de devant et tira le rideau. Son verre de bourbon glissa de sa main, heurta le parquet et se brisa. La rue était remplie de motos. Pas quelques-unes, pas 10, des dizaines s'étendant sur tout le pâté de maisons, garées en formation parfaite des deux côtés. Les moteurs se tenaient à côté de leurs motos, les bras croisés, silencieux, fixant sa maison. À l'avant de la formation,
Un homme se tenait légèrement en avant des autres. Grand, barbu, avec un gilet sur lequel était inscrit « Président ». Thomas sentit son cœur battre à tout rompre contre ses côtes. Qu'est-ce que c'était que ça? Il attrapa son téléphone de main tremblante et commença à composer le 911. Avant qu'il n'ait pu appuyer sur la touche d'appel, des phares apparurent au bout de la rue. Des véhicules de police, 3 berlines banalisées et une voiture de patrouille. Les motos ne bougèrent pas, ne réagirent pas, restèrent là immobiles, observant silencieusement les voitures de police s'arrêter devant l'allée de Thomas. L'inspectrice Maria Gonzalez sortit du véhicule de tête. Elle portait des documents. Derrière elle, 2 agents en uniforme. Thomas ouvrit la porte d'entrée, affichant un air confus et innocent. « Messieurs les agents, que se passe-t-il? Pourquoi y a-t-il tous ces Thomas Wesley Richards? » Gonzalez répondit. « Oui, mais je ne comprends pas. Vous êtes en état d'arrestation pour exploitation financière aggravée d'une personne vulnérable, fraude, détournement de fonds et tentative d'escroquerie. Vous avez le droit de garder le silence. » Le monde de Thomas bascula. Les droits Miranda se sont estompés dans le bruit. Son regard ne cessait de se poser sur les motos, sur les hommes silencieux qui observaient la scène. « Il y a une erreur », a déclaré Thomas en élevant la voix. « Je suis son tuteur légal. J'ai essayé de l'aider. Elle s'est enfuie. Elle a des problèmes. J'ai des documents qui le prouvent. » « Nous avons vu vos documents », a répondu froidement Gonzalez. « Nous avons également vu les vrais documents. Les relevés bancaires qui prouvent que vous avez volé 197 000 $ sur le fonds fiduciaire d'une mineure. Les noces de frais que vous avez falsifiées. Le paiement par carte de crédit que vous avez effectué directement depuis son compte. Pendant que vous retiriez 11 000 $ par mois, Elena Bennett dormait sur les grilles du métro par une température de 5 degrés et a développé des engelures. Tournez-vous, les mains derrière le dos. Où est-elle? Demanda Thomas. Je suis son tuteur. J'ai des droits. L'un des moteurs prit de la parole. Le président, sa voix portait à travers la cour, grave et autoritaire. Vous avez le droit de vous taire et de prier pour que le système judiciaire soit plus rapide que nous. Gonzalez menotta Thomas dans le dos et le conduisit vers la voiture de police. Les agents en civil commencèrent à inventorier la maison comme une scène de crime. Les documents financiers, les ordinateurs, tout ce qui pouvait contenir des preuves supplémentaires. Alors que Thomas était installé à l'arrière de la voiture de police, il regarda la mère de moto et les 400 hommes venus assister à son arrestation. Raymond Thunder Kowalski se tenait à l'avant du groupe, observant Thomas Richards à travers la vitre de la voiture de police. Il ne souriait pas, ne jubilait pas, il se contentait de le fixer du regard, s'assurant que Richards comprenait. Elena était désormais protégée, intouchable. S'il parvenait à payer sa caution, s'il essayait de la contacter, s'il pensait ne serait-ce qu'à se venger, il y avait 400 raisons pour lesquelles il le regretterait. Les voitures de police s'éloignèrent, emmenant Thomas Richards vers la prison du comté. Les motos restèrent sur place pendant encore 11 minutes. Une veillée silencieuse. Puis Raymond fit un signe de la main et, en formation parfaite, ils démarrèrent leur moteur et repartirent vers l'hôpital Mercy General, car Elena était toujours là. Et quand elle se réveillerait le lendemain matin, il voulait qu'elle les voie, qu'elle sache qu'elle n'était plus seule. Thomas Wesley Richards passa sa première nuit à la prison du comté, dans une cellule de détention avec 11 autres hommes. La caution fut fixée à 250 000 $. Le juge avait examiné les preuves préliminaires et considérait qu'il risquait de s'enfuir compte tenu des liquidités qu'il avait volées. Thomas ne pouvait pas la payer. Ironique, étant donné qu'il avait volé près de 200 000 $, mais il avait déjà perdu la majeure partie de cette somme au jeu. Pendant que Thomas était assis dans cette cellule, essayant de comprendre comment son récit soigneusement construit s'était effondré en moins de 4 heures, 400 Hells Angels organisaient l'enquête la plus méthodique que la région des Grands Lacs ait connue depuis des années. Ce n'était pas le chaos. Ce n'était pas une justice vigilante. C'était de la précision. Dimanche matin, 8h17. Le clubhouse de la section des Grands Lacs, un entrepôt reconverti situé dans l'est de la ville, avec 60 places de parking et une salle de réunion pouvant accueillir 200 personnes, était bondé. Les frères des 2 sections occupaient toutes les chaises, se tenaient debout le long des murs et s'asseyaient sur les tables. L'air sentait le café, le cuir et l'huile de moteur. Raymond Thunder Kowalski se tenait à l'avant, derrière lui un tableau blanc couvert de calendriers
et de répartition des tâches. Écoutez, dit Raymond, et la salle se tut instantanément. Il reste 19 jours avant le 18e anniversaire d'Elena. Le procureur dit que le procès n'aura pas lieu avant cette date. Le système est lent, mais nous pouvons nous assurer que lorsque le procès aura lieu, les preuves seront si solides que Richards ne verra pas la lumière du jour pendant une décennie. Il fit signe à Wolf, qui se tenait à côté du tableau blanc. Wolf va vous expliquer ce dont nous avons besoin. C'est un travail méthodique. Enquête, entretien, documentation. Ce n'est pas passionnant, mais c'est ce qui permet d'enfermer définitivement les prédateurs. Personne ne travaille en freelance. Personne ne confronte les témoins de manière agressive. Nous aidons les forces de l'ordre, nous ne les remplaçons pas. C'est clair. 200 voix, c'est clair. Wolf s'avança et désigna le tableur blanc. Nous avons 5 équipes. Chacune a un objectif spécifique. Équipe Indag 1-1, les traces financières. Dirigée par Kevin Wrench Patel, le frère qui a une formation en analyse de données, il a travaillé dans la détection des fraudes bancaires pendant 8 ans avant de rejoindre la section. Sa spécialité était de visualiser les schémas financiers de manière compréhensible pour les jurys. Wrench, vous documentez tous les retraits effectués par Richards et les comparez aux dépenses réelles d'Elena, qui étaient nulles. Préparez-nous une présentation compréhensible pour un enfant de 12 ans. Nous avons besoin que les procureurs expliquent au jury exactement combien il a volé et où cet argent est passé. Wrench acquiesça. J'ai déjà commencé. Je récupère ses relevés de cartes de crédit et je les recoupe avec les sites de jeux d'argent. J'ai trouvé 87 000 $ de dépôt sur des paris sportifs correspondant aux dates des retraites de la fiducie. C'est accablant. Équipe 2, interrogatoire des témoins mené par Wolf lui-même. Nous avons 4 témoins clés qui ont vu la situation d'Elena de leurs propres yeux. J'ai besoin des déclarations de chacun d'entre eux, enregistrées sur vidéo, signées, certifiées conformes. Ces personnes l'ont vu se détériorer pendant des mois. Leur témoignage établit la chronologie des événements et contredit l'affirmation de Richard selon laquelle il a essayé de l'aider. Équipe 3, documentation médicale dirigée par Isaiah Frost, Washington, ambulancier paramédical avec 19 ans d'expérience dans les services médicaux d'urgence de la ville, ayant traité des dizaines de cas d'hypothermie et de malnutrition. Il est à l'hôpital Mercy General depuis hier soir. Il coordonne ses efforts avec l'équipe médicale d'Elena. Frost, travaillez avec l'hôpital. Obtenez les rapports médicaux complets documentant les gelures, la malnutrition et la perte de poids. Nous avons besoin de preuves de ce que 11 mois dans la rue lui ont fait, mais restez général. Pas de détails graphiques pour l'enfant. Concentrez-vous sur le calendrier de rétablissement et sur les soins appropriés. Frost acquiesça. Il avait déjà obtenu les rapports préliminaires. Gelures de stade 2 sur 3 doigts, IMC indiquant une malnutrition sévère. Signe d'exposition chronique. Elle est stable, mais les médecins disent qu'une semaine de plus dans ce froid aurait pu lui être fatale. Équipe 4, défaillance institutionnelle. Documentation. La tâche de cette équipe consistait à retracer toutes les portes qu'Elena avait essayé d'ouvrir, tous les appels aux services sociaux, tous les rapports de police déposés par Richards, tous les documents administratifs qu'il avait utilisés pour la faire passer pour une enfant en difficulté pendant qu'il l'isolait. Nous ne blâmons pas les travailleurs sociaux ni les policiers. Raymond a précisé que Richards avait manipulé le système, mais nous devons documenter exactement comment il s'y est pris afin d'éviter que cela n'arrive à un autre enfant. Équipe 5, sécurité des actifs. S'assurer que Richards ne puisse pas cacher, transférer ou dépenser les fonds fiduciaires restants. Cette équipe a coordonné avec les procureurs le gel des comptes, la saisie des biens et la vérification de chaque dollar. Raymond a regardé autour de lui. Des questions? Un frère au fond de la salle a levé la main. Et Elena? Qui est avec elle? Michelle Park, des services sociaux, a organisé un placement d'urgence dans une famille spécialisée dans les cas de traumatisme, a répondu Raymond. Mais Louis Ramirez Shepard est notre agent de liaison. Il a de l'expérience dans l'aide à la jeunesse. Il a lui-même été sans-abri à l'adolescence. Il sera le visage constant qu'elle verra de notre part. Il l'aidera à comprendre ce qui se passe. Il la préparera à témoigner si cela s'avère nécessaire. Louis Shepard Ramirez s'est levé de sa place près de l'avant de la salle. À 52 ans, il avait le visage de quelqu'un qui a connu des épreuves
et qui a choisi la compassion. Quoi qu'il en soit, je l'ai rencontrée ce matin à l'hôpital. C'est une fille intelligente, incroyablement résistante, mais elle n'a plus peur de Richards. Elle a peur que cela ne soit que temporaire, que l'aide disparaisse. Je lui ai dit que nous n'allions nulle part. La pièce s'est restée silencieuse pendant un moment. Très bien, a dit Raymond. Équipe, vous avez vos missions. Faites votre rapport ici ce soir à 19 heures, en route. Tout le monde s'attendait à du bruit, au grattement des chaises, au chaos de 200 hommes se mobilisant. Au lieu de cela, ils se tenaient en groupe organisé, les chefs d'équipe passant en revue les listes de tâches, les frères échangeant leurs numéros de téléphone et se répartissant les territoires géographiques avec l'efficacité d'une opération militaire. Un frère s'est penché vers un autre et a murmuré « Je pensais que ce serait plus spectaculaire ». L'autre frère sourit légèrement. « C'est parce que tu t'attendais à des motards. Ce que tu as vu, c'est une famille qui s'occupe de ses affaires. » Témoignage. 1. George Sullivan. Wolfe a trouvé George Sullivan à la bibliothèque lundi après-midi, assis à sa place habituelle près des grandes fenêtres, en train de lire un roman de Tom Clancy. George avait 67 ans, était postier à la retraite et se rendait à la bibliothèque 4 fois par semaine, avec une régularité d'horloge. Monsieur Sullivan, je m'appelle Daniel Hayes. Je suis détective privé et je travaille avec la police sur l'affaire Elena Bennett. George a levé les yeux. Il m'a immédiatement reconnu. La jeune femme qui vivait ici, j'ai entendu dire qu'elle s'était effondrée samedi. Est-ce qu'elle va bien? Son état est stable, elle se remet. Je recueille les témoignages. Dorothy Henderson m'a dit que vous aviez peut-être des observations à partager. George a soigneusement fermé son livre. Je l'ai vu dormir plusieurs fois entre novembre et février, probablement 3 ou 4 après-midi par semaine. Elle trouvait le coin lecture tranquille dans le fond de la salle, profondément endormie, assise, la tête contre le mur. Je lui ai offert une barre granola de mon déjeuner une fois. Elle l'a accepté comme quelqu'un qui n'avait pas mangé de la journée. Wolfe enregistrait la scène sur son téléphone, l'appareil photo braqué sur le visage de George. Lui avez-vous déjà parlé autrement que pour lui offrir de la nourriture? Une fois, début décembre, je lui ai demandé si elle avait un endroit chaud où dormir. Elle a répondu oui, très poliment, mais je voyais bien qu'elle mentait. Son manteau était trop fin. Elle avait une toux qui ne s'arrêtait pas. Je l'ai vue se laver le visage dans le lavabo des toilettes un matin à l'ouverture de la bibliothèque, comme si elle venait de se réveiller dans un endroit froid. En avez-vous parlé à quelqu'un? Le visage de George trahissait sa culpabilité. J'en ai parlé à ma femme. Elle m'a dit que je devrais appeler les services sociaux, mais je ne voulais pas embarrasser la jeune fille. Je ne voulais pas lui causer d'ennui si elle s'en sortait bien. J'ai eu tort. J'aurais dû faire quelque chose. Vous faites quelque chose maintenant, dit Wolfe doucement. Ce témoignage aide à établir depuis combien de temps elle était sans domicile. Cela contredit l'affirmation de ses tuteurs selon laquelle elle refusait toute aide. Seriez-vous prêt à signer une déclaration et à témoigner si l'affaire passe en jugement? Absolument, répondit George sans hésiter. Tout ce dont elle a besoin. Les témoignages des témoins aussi. Amanda et Gwen. Amanda et Gwen, 36 ans, étaient caissières à la Community Trust Bank depuis 9 ans. Elle travaillait à l'agence principale où Thomas Richards effectuait ses retraits mensuels. Wolfe l'a rencontré mardi matin pendant sa pause dans le back-office de la banque, en présence de son responsable. Je me souviens de M. Richards, dit Amanda, les mains jointes sur la table. Il venait avec une régularité d'horloge. Le deuxième jour de chaque mois, il retirait 11 000 $ du compte fiduciaire Bennett, toujours en espèces ou par chèque de banque. Wolfe se pencha en avant. A-t-il jamais expliqué à quoi servait cet argent? Il faisait la conversation. Il disait que les adolescents coûtaient cher. Les cours particuliers, les activités, les vêtements, il plaisantait sur le fait que son pupille était très exigeant. Il semblait d'Amanda marqua une pause, choisissant ses mots avec soin. Il semblait désinvolte à ce sujet, comme si ce n'était pas grave. Les montants ne variaient jamais. Exactement 11 000 $ à chaque fois. Cela vous a-t-il semblé inhabituel? Honnêtement, à l'époque, non. Nous traitons régulièrement des retraites de fonds fiduciaires. Tuteurs, CARS, gestionnaires financiers. Tant que les documents sont en règle, nous traitons la demande, mais avec le recul, sachant qu'elle était sans abri alors qu'il retirait autant d'argent chaque mois. La voix d'Amanda se serra.
Je l'ai vu rire une fois en parlant d'un match de basket, complètement détendu alors que cette fille dormait sur les grilles du métro. Wolf lui montra une photo d'Elena prise à l'hôpital. Maigre, abîmée, épuisée. Amanda porta la main à sa bouche. Oh mon Dieu, c'est la bénéficiaire. Ce n'est qu'une enfant. Elle aura 18 ans le 3 mars. Il lui volait son avenir, murmura Amanda. Juste sous mes yeux, et je l'ai traité comme une simple formalité administrative. Tu as suivi le protocole, dit Wolf. Ce n'est pas ta faute, mais ton témoignage établit un schéma, une fréquence et son attitude désinvolte lorsqu'il commettait la fraude. Vas-tu témoigner? Oui, sans hésitation. Tout ce dont elle a besoin. Témoignage Indag 3, Carl Bridgewater. Carl Bridgewater, 61 ans, travaillait à l'entretien pour la société de transport. Son service était de 22 heures à 6 heures du matin. Il s'occupait des quais du métro et des systèmes de chauffage. Wolf l'a rencontré mercredi soir dans un restaurant près du centre de transport. Je l'ai vu peut-être 40 fois, a déclaré Carl, en remuant son café avec des mains qui témoignaient de décennies de travail manuel. Tard dans la nuit, après la fermeture de la bibliothèque, elle dormait sur les grilles chauffées du métro près de Jefferson et Oak. 3 emplacements différents, tous excellents. Elle changeait en fonction de la direction du vent. Vous l'avez suivie 2 fois juste pour vous assurer que personne ne la dérangeait. Une jeune femme seule la nuit, tu comprends? Je voulais garder un œil sur elle. Elle avait son système, son sac à dos comme oreiller, son manteau bien serré autour d'elle, installé là où la chaleur montait, mais où les passants ne pouvaient pas la voir facilement. Wolf est soigneusement documenté tout cela. Lui as-tu déjà parlé? Une fois, mi-janvier, il faisait 18 degrés. Je lui ai dit que le refuge chauffé de la 5e avenue avait de la place cette nuit-là. Elle m'a remercié et m'a dit qu'elle avait déjà essayé. Il y avait une liste d'attente. À 17 ans, elle était moins prioritaire que les familles avec de jeunes enfants. Elle ne semblait pas amère, juste réaliste. Avez-vous signalé cela? Carl baissa les yeux vers son café. J'ai appelé une fois le numéro non urgent et j'ai décrit la situation. Ils m'ont dit que, à moins qu'elle ne soit en danger immédiat ou qu'elle ne cause des troubles, ils ne pouvaient pas faire grand-chose. Ils m'ont dit que si je la revoyais, je pouvais lui donner les informations sur le refuge. Il serra les mâchoires. Oh, je l'ai revue 39 fois après cet appel. Votre témoignage établit qu'elle était visiblement sans domicile fixe depuis des mois, qu'elle a essayé d'accéder à des services et qu'elle a été refoulée, et que cela se passait par des températures glaciales alors que son tuteur affirmait qu'elle refusait l'aide. Allez-vous témoigner? Carl croisa le regard de Wolf. J'ai accumulé des jours de congé. Je prendrai des congés si le procès dure longtemps. Elle a besoin de savoir que des gens l'ont vue, qu'elle n'était pas invisible. L'échelle des défaillances institutionnelles. L'équipe 4 a passé la semaine à documenter tous les systèmes qui auraient dû détecter ce problème et qui ne l'ont pas fait. Ils ont trouvé le premier échelon, les services sociaux, en août 2022. Elena a appelé la hotline du comté et a expliqué sa situation. L'assistante sociale a consulté le dossier et a vu que Thomas Richards avait déposé 3 semaines auparavant des documents décrivant Elena comme une adolescente en difficulté ayant des antécédents de fugue. Conformément au protocole, l'assistante sociale a d'abord appelé le tuteur. Richard a déclaré qu'Elena traversait une phase difficile et rejetait toute structure. L'affaire a été classée comme un conflit familial. L'adolescente refusait le logement qui lui était proposé. Deuxième échelon. Rapport de police, septembre 2022. Elena s'est rendue au commissariat pour tenter de déposer une plainte pour exploitation financière. L'agent de service a vu que Richards avait déjà signalé sa disparition en la qualifiant de fugueuse volontaire. Conformément au protocole, l'agent a tenté de réunir la famille et a appelé Richards, qui est arrivé et a déclaré qu'Elena était manipulatrice et portait de fausses accusations pour attirer l'attention. Elena est partie avant que la situation ne s'aggrave. Troisième étape, conseillère scolaire, octobre 2022. Elena s'est confiée à sa conseillère scolaire en ligne lors d'une session vidéo. La conseillère a consigné la conversation et a appelé le tuteur conformément aux procédures de signalement obligatoire. Richards a fourni des documents médicaux décrivant Elena comme souffrant d'un trouble de l'adaptation suite au décès de ses parents et ayant des tendances oppositionnelles et provocantes. La conseillère l'a noté dans le dossier, mais n'a pas donné suite. Quatrième étape,
Demande d'admission dans un foyer pour jeunes, novembre 2022. Elena a fait une demande d'admission dans un foyer pour jeunes géré par le comté. La demande nécessitait la signature du tuteur pour les mineurs de moins de 18 ans. Elle n'a pas pu la fournir. Une autre voie nécessitait une preuve d'émancipation ou une enquête pour maltraitance. Elle n'avait ni l'une ni l'autre. La demande a été rejetée. Le schéma était clair. Richards avait systématiquement créé des documents décrivant Elena comme une personne perturbée, oppositionnelle et volontairement sans domicile fixe. Toutes les institutions qui auraient dû l'aider l'ont d'abord appelé, et il a utilisé son statut de tuteur légal pour contrôler le récit. Ce n'était pas de l'incompétence. Il s'agissait d'une manipulation calculée des systèmes de protection, les transformant en armes d'isolement. Le vendredi 18 février, 6 jours après l'effondrement d'Elena, Wrench avait terminé son analyse financière. Il l'a présentée ce soir-là à Raymond Wolf Frost Shepard et Thomas Anker O'Brien, le frère ayant une expérience en conseil financier, certifié en gestion de fiducie et de succession. Wrench a connecté son ordinateur portable au projecteur du Clubhouse. Une chronologie est apparue à l'écran, codée par couleur et accablante. La ligne rouge représentant le solde du fonds fiduciaire commençait à 420 000 en octobre 2021 et diminuait régulièrement pour atteindre 233 000 en février 2023. La ligne bleue, les retraites mensuelles, était parfaitement plate, à 11 000 par mois pendant 17 mois. La ligne verte des dépenses réelles d'Elena était plate à zéro. Pas de frais de scolarité, pas de frais médicaux, pas de frais de logement, pas de nourriture, pas d'achat de vêtements, rien. Chaque dollar qu'il a retiré, a déclaré Wrench, a été versé sur ses comptes personnels. J'ai retracé 87 000 vers des sites de jeux d'argent en ligne, des paris sportifs et des casinos offshore. 26 000 supplémentaires ont été directement versés sur sa carte de crédit. 28 000 ont été consacrés à des achats d'os, une montre Rolex, un abonnement à un club de golf, des week-ends. 46 000 n'ont pas été comptabilisés, probablement des paris en espèces ou des dépenses non déclarées. Anker a examiné les données avec l'œil de quelqu'un qui gère des patrimoines depuis près de 2 décennies. Il s'agit d'un cas classique de détournement de fonds. Les montants fixes des retraits sont particulièrement accablants. Les dépenses réelles d'un adolescent varient d'un mois à l'autre. Il s'agit ici d'une personne qui traite un fonds fiduciaire comme un distributeur automatique personnel. « Pouvons-nous récupérer l'argent ?» demanda Raymond. « Une partie », répondit Anker. « Nous gelons ses actifs restants, sa maison, sa voiture, ses comptes bancaires. Nous intentons une action en restitution. La Rolex peut être saisie et vendue. L'abonnement au club de golf remboursé. Mais les pertes au jeu, cet argent est perdu. Avec un peu de chance, nous récupérerons 150 000 sur les 187 000 qu'il a volés. Elena a tout de même perdu une partie importante de son héritage. Le silence régnait dans la pièce. « Mais elle est en vie, dit Shepard doucement. Elle aura 18 ans dans 13 jours. Elle y aura accès à 233 000 plus tout ce que nous récupérerons. C'est suffisant pour l'université, le logement, un nouveau départ. Ce n'est pas ce que ses parents avaient prévu, mais c'est la survie. » Raymond acquiesça lentement. Le procureur a besoin que cette présentation soit prête pour la comparution initiale la semaine prochaine. Wrench, pouvez-vous la simplifier pour un jury? C'est déjà fait. Je peux expliquer cela à un élève de 4e. Tant mieux, car c'est eux que nous protégeons. Le verdict. Le dimanche 20 février, 8 jours après l'effondrement d'Elena, le Clubhouse était à nouveau plein, les 2 sections étaient présentes, ainsi que 30 frères supplémentaires venus des États voisins après avoir entendu l'histoire. Raymond se tenait à l'avant. À ses côtés, le détective Gonzalez et le procureur adjoint David Chen. La comparution de Richard aura lieu mardi, a déclaré Gonzalez. Nous l'accusons d'exploitation financière aggravée, de fraude, de détournement de fonds et de complot en vue de commettre une fraude. Au total, il risque entre 12 et 20 ans de prison s'il est reconnu coupable. Les procès sont prévus pour mai. « Que voulez-vous que nous fassions ?» demanda Raymond. « Exactement ce que vous avez fait jusqu'à présent, » répondit Chen. « Les déclarations des témoins sont solides. L'analyse financière est accablante. Les documents médicaux sont clairs. Vous nous avez remis un dossier pouvant faire l'objet de poursuites judiciaires avec un minimum de lacunes. Nous présenterons le dossier au grand jury la semaine prochaine.
Attendez-vous à une mise en accusation? Elena devra témoigner, demanda Shepard. Probablement, répondit Chen, mais nous pouvons minimiser cela. Sa déclaration écrite, ses dossiers médicaux et les témoignages des témoins ont le plus de poids. Nous la préparerons avec soin. Raymond regarda autour de lui les 400 frères qui avaient passé 8 jours rassemblés méthodiquement des preuves au lieu de chercher à se venger. Nous devons prendre une décision. Raymond a déclaré que le procès aurait lieu en mai, dans 3 mois. Allons-nous maintenir l'implication de la section pendant le procès? Soutien total, coordination des témoins, transport d'Elena au tribunal, présence aux audiences, poursuite des efforts de recouvrement des actifs. La pièce est devenue complètement silencieuse. La voix de Raymond était calme. Tous ceux qui sont en faveur d'un engagement total de la section pendant le procès et au-delà. Pendant peut-être 2 secondes, le silence a régné. Puis la réponse a été immédiate, tonitruante, faisant trembler les fenêtres. Pas une seule déception. Pas une seule hésitation. 400 voix à l'unisson disant « Oui, nous la protégeons. Nous la soutenons. Nous ne l'abandonnons pas. » Raymond a laissé le bruit s'estomper, puis a hoché la tête une fois. Tant mieux, car cette fille a passé 11 mois dans l'invisibilité. Elle n'est plus invisible. La précision juridique. Mardi 22 février. Comparution de Thomas Wesley Richards. La salle d'audience était bondée. Le détective Gonzalez, le procureur Chen, two Hells Angels dans la tribune, le maximum autorisé par la sécurité du tribunal. Et au deuxième rang, Elena Rose Bennett, assise entre Michelle Park et Louis Shepard Ramirez. Thomas a été amené vêtu d'une combinaison orange de prisonnier, menotté, le visage mal rasé. Son regard a balayé la salle d'audience et s'est posé sur Elena. Elle n'a pas détourné les yeux. Pour la première fois en 16 mois, elle le regardait sans crainte. La juge Patricia Morrison est passée en revue les chefs d'accusation. Premier chef d'accusation. Exploitation financière aggravée d'une personne vulnérable, crime de classe B, 5 à 15 ans. Deuxième chef d'accusation. Fraude, crime de classe C, 3 à 10 ans. Troisième chef d'accusation. Détournement de fonds, crime de classe C, 3 à 10 ans. Quatrième chef d'accusation. Complot en vue de commettre une fraude, crime de classe B, 5 à 15 ans. Comment l'accusé plaide-t-il? L'avocat de Richards, un avocat commis d'office, surchargé de travail et clairement dépassé par les preuves, a déclaré calmement « Non coupable, votre honneur. Le juge a fixé la caution à 500 000 $. Richards n'a pas pu la payer et a été renvoyé à la prison du comté en attendant son procès. Alors que Thomas était escorté hors de la salle, il a regardé Elena une dernière fois, a ouvert la bouche comme s'il voulait dire quelque chose. Raymond s'est levé de la tribune, sans dire un mot, se tenant debout, les bras croisés, fixant Richards jusqu'à ce que celui-ci détourne le regard et soit conduit hors de la salle. À l'extérieur du palais de justice, Elena se tenait sur les marches, le soleil d'hiver sur son visage pour la première fois depuis des mois, sans avoir à se soucier de l'endroit où elle dormirait cette nuit-là. 12 motos étaient garées le long de la rue, ses frères attendant de la raccompagner à son foyer d'accueil. Où elle regarda Shepard. Pourquoi était-il venu? Tous. 400 personnes. Pourquoi s'en souciait-il? Shepard sourit doucement. Parce que personne ne devrait être invisible. Elena, ton mot disait « Merci de vous soucier suffisamment pour regarder. C'est tout ce que nous voulons tous. Que quelqu'un regarde, voit, se soucie. Tu as survécu 11 mois en espérant que quelqu'un le ferait. Nous l'avons fait et nous ne détournons pas le regard. » 3 mars 2023, le 18e anniversaire d'Elena Rose Bennett. Elle se réveilla dans une chambre qui lui appartenait. Des murs bleus pâles, une fenêtre avec de vrais rideaux, un lit avec des draps propres qu'elle n'avait pas à abandonner à 9 heures du matin. La famille d'accueil, Michelle Park, s'était occupée de tout. Les Anderson hébergeaient des adolescents en convalescence après un traumatisme depuis 12 ans. Ils savaient quand laisser de l'espace et quand offrir des cadeaux. En bas, Karen Anderson préparait le petit déjeuner. Des pancakes, du bacon, du jus d'orange. L'odeur remontait les escaliers et l'estomac d'Elena gargouillait, ce qui était bon signe. Pendant les 2 premières semaines après sa sortie de l'hôpital, elle ne pouvait manger que quelques bouchées sans avoir la nausée. Son corps était resté en mode survie si longtemps que l'abondance lui semblait anormale. Mais aujourd'hui, c'était différent. Aujourd'hui, elle avait 18 ans.
Aujourd'hui, légalement, l'argent que ses parents lui avaient laissé lui appartenait. À 10 heures, Elena entra dans la Community Trust Bank avec une escorte qui aurait semblé absurde 3 semaines auparavant. Michelle Park à sa gauche, Louis Shepard Ramirez à sa droite et Thomas Anker O'Brien, le frère diplômé en conseil financier, portant une mallette remplie de documents. Le directeur de la banque, Gregory Simmons, vint les accueillir en personne. Le même homme qui avait ouvert le coffre-fort numéro 447 ce samedi après-midi qui avait tout changé. Elena Gregg lui a dit gentiment « Joyeux anniversaire, je vais vous donner accès à votre compte. » Anker s'est assis à côté d'elle, l'a aidé à remplir tous les formulaires et lui a expliqué chaque chiffre. Le solde du compte était de 233 000 soit ce qui restait après le vol de Richard, mais 89 000 supplémentaires avaient été récupérés grâce à la saisie d'actifs. La maison que Richard s'était frauduleusement transférée à lui-même avait été vendue, le produit de la vente restitué, sa voiture saisie, sa montre Rolex vendue aux enchères, divers comptes gelés et liquidés. Le total disponible s'élevait à 322 000 Ce n'était pas les 80 000 que ses parents avaient prévus, mais c'était suffisant pour l'université, le logement et une base pour reconstruire sa vie. Nous allons mettre en place un plan de retrait structuré, expliqua Anker. Des distributions mensuelles pour les frais de subsistance, un fonds d'éducation séparé, une réserve d'urgence. Tu ne retourneras plus jamais dans la rue, Elena. Cet argent te permettra de faire tes études universitaires et bien plus encore. Elena a signé les documents de la main droite. Sa main gauche portait encore de légères cicatrices, là où les engelures avaient endommagé 3 doigts. Un souvenir permanent de ces 11 mois passés à survivre à l'hiver. Alors qu'il quittait la banque, le téléphone de Shepard a vibré. Il l'a regardé et a souri légèrement. « Quoi ?» a demandé Elena. « Thunder veut savoir si tu es libre cet après-midi. Il dit qu'il y a quelque chose au Clubhouse. » À 14h, Elena se tenait devant le Clubhouse de la section Great Lakes, nerveuse. Elle avait rencontré les différents frères au cours des 3 dernières semaines. Wolf vérifiait la coordination des preuves, Frost assistait à ses suivis médicaux, Shepard lui rendait visite 3 fois par semaine. Wrench lui montrait l'analyse financière qui prouvait la culpabilité de Richards. Anker l'avait aidé à créer ses comptes, mais elle n'avait pas revu l'ensemble du chapitre depuis cette première nuit à l'hôpital, où 400 motos avaient envahi le parking. Shepard ouvrit la porte. « Allez, il ne m'ordonne pas. » À l'intérieur, le clubhouse avait été transformé. Des banderoles, des ballons, une bannière sur laquelle était écrit « Joyeux 18e anniversaire, Elena », en lettres peintes à la main. Des tables couvertes de nourriture, de pizza, d'ailes de poulet, de gâteaux, de soda, et des frères, peut-être une 60aine, vêtus de leurs gilets, parlant tranquillement, mais se retournant tous lorsqu'elle entra. Raymond Thunder Kowalski s'avança. « Elena, bienvenue. 18 ans, c'est un anniversaire important. Nous avons pensé que tu devais le fêter en famille. » Sa gorge se serra. En famille, avec ces hommes, des étrangers, il y a 3 semaines, ils avaient passé d'innombrables heures à rassembler des preuves, à coordonner leurs efforts avec la police, à assurer son avenir, à se présenter au tribunal et à l'hôpital sans qu'on leur demande. « Je ne sais pas quoi dire, » murmura Elena. « Ne dis rien, » répondit Raymond. « Contente-toi de manger du gâteau et laisse-nous te mettre dans l'embarras avec notre karaoké catastrophique plus tard. » Pendant les 3 heures qui suivirent, Elena vécut une expérience qu'elle avait oubliée. Normalement, ses frères lui demandaient quels étaient ses projets pour l'université. Elle pensait à un diplôme dans l'enseignement, peut-être pour devenir enseignante comme sa mère. Wrench lui montra des photos de sa fille, du même âge qu'Elena, et lui dit qu'elles devraient se rencontrer. Frost vérifia la guérison de ses gelures. Les cicatrices étaient minimes. Elle avait retrouvé toutes ses capacités. Wolf raconta des anecdotes sur des affaires sur lesquelles il avait travaillé. Il la fit rire avec son humour pince sans rire. Shepard resta près d'elle, comme il l'avait fait depuis ce premier matin à l'hôpital, s'assurant qu'elle se sente en sécurité au milieu de la foule. À un moment donné, Elena se retrouva près du mur commémoratif où étaient accrochées les photos des frères décédés, leurs noms gravés sur des plaques. Elle remarqua un nom, Marcus Kowalski, 1969-2008.
Raymond apparut à ses côtés. Mon jeune frère, tuteur financier, l'a exploité après la mort de nos parents, le laissant sans abri. Il n'a pas survécu assez longtemps pour que nous puissions prouver ce qui s'était passé. Les preuves ont disparu. L'affaire a été classée sans suite. Elena le regarda, comprenant soudain. C'est pour cela que vous vous êtes mobilisé si rapidement. Quand Wolf a appelé, vous aviez des preuves, dit Raymond doucement. Tu as été assez intelligent pour les cacher, assez courageux pour continuer à essayer, même quand toutes les portes se sont fermées. Mon frère n'a pas eu cette chance. Quand j'ai entendu parler de ton mot dans ce livre de bibliothèque, je me suis dit, pas cette fois. Cette fois, nous conservons les preuves. Cette fois, l'enfant survit. Je suis désolé pour ton frère, a dit Elena. Je ne suis plus désolé, a répondu Raymond. Il aurait voulu que son histoire ait un sens. Tu es en vie grâce à ce que j'ai appris en le perdant. Ça a un sens. 6 semaines après son anniversaire, Elena a commencé des cours en ligne à l'université communautaire. Elle était en première année en éducation. Elle suivait les cours depuis la maison des Anderson, toujours en famille d'accueil par choix, ce qui n'était plus obligatoire à 18 ans, mais la stabilité lui semblait nécessaire. 2 fois par semaine, Shepard venait la chercher et la conduisait à sa thérapie au centre de consultation du comté. Le docteur Sarah Kim était spécialisée dans la guérison des traumatismes chez les jeunes adultes. Les séances étaient difficiles car elle l'obligeait à affronter 11 mois de survie, à accepter la mort de ses parents, à comprendre qu'elle avait été victime de quelqu'un qui était censé la protéger. Mais elle l'aidait petit à petit. Un jeudi de fin avril, Elena était assise dans le bureau du docteur Kim et parlait du procès à venir. « Je dois témoigner, dit Elena. Le procureur dit que ce n'est pas nécessaire. Les preuves parlent d'elles-mêmes, mais je veux que Richards m'entende dire ce qu'il a fait. Que voulez-vous lui dire? A demandé le docteur Kim. Elena a longuement réfléchi. Qu'il n'a pas gagné. Il a essayé de me faire disparaître et j'ai refusé. J'ai tout documenté, caché des preuves, laissé 52 notes dans l'espoir que quelqu'un s'en soucie. Et quelqu'un s'en est soucié. 400 personnes. Il a dépensé l'argent de mes parents au jeu pendant que je grelottais de froid. Et il a quand même tout perdu. Je veux qu'il le sache. Le docteur Kim a souri. Ce n'est pas une question de vengeance, c'est une question de retrouver votre voie. Est-ce que c'est nécessaire? 17 mai 2023, 4e jour du procès. L'accusation a clos son dossier après avoir présenté l'analyse financière de Wrench, les documents médicaux fournis par Frost, les 4 témoignages et le contenu complet du coffre-fort numéro 457. La défense n'avait aucune preuve à opposer. L'avocat de Richard ne pouvait que faire valoir qu'il n'y avait aucune preuve d'intention de nuire à Elena, que le retrait des fonds relevait de l'autorité du tuteur légal et que le fait qu'Elena soit sans domicile fixe était son choix. Mais c'est le dernier témoin qui a détruit cet argument. Elena Rose Bennett a pris place à la barre vêtue d'un simple pull gris, ses cheveux auburn tirés en arrière, les 3 cicatrices de gelure visibles sur sa main gauche lorsqu'elle l'a levée pour prêter serment. Le procureur Chen s'est approché doucement. « Elena, pouvez-vous décrire votre situation de vie entre avril 2022 et février 2023? Je vivais à la bibliothèque publique de Lakeside pendant les heures d'ouverture de 9h à 21h. La nuit, je dormais sur les grilles de chauffage du métro ou dans des restaurants ouverts 24 heures sur 24 lorsque j'avais assez d'argent pour m'acheter un café. Je passais d'un endroit à l'autre en fonction de la direction du vent et de la température. Pourquoi n'êtes-vous pas resté chez vos parents? Thomas Richards m'a dit de partir en mars 2022. Il m'a dit que je devais apprendre à être indépendante et m'a donné 100 $. Puis il a changé les serrures. Avez-vous essayé d'obtenir de l'aide? Oui. J'ai contacté les services sociaux, la police, les conseillers scolaires, les refuges pour jeunes. Toutes les agences ont d'abord appelé M. Richards, car il était mon tuteur légal. Il leur a dit que j'avais des problèmes, que je refusais toute aide et que j'étais volontairement sans domicile fixe. Ils l'ont cru. Saviez-vous qu'il retirait de l'argent de votre fonds fiduciaire? Je m'en doutais. J'ai accédé à son ordinateur portable une fois avant qu'il ne me fasse partir et j'ai vu des relevés bancaires indiquant des retraits mensuels de 11 000 $. C'est pourquoi j'ai commencé à copier des documents et à cacher des preuves. Je savais que si je ne survivais pas jusqu'à mon 18e anniversaire, il n'y aurait aucune preuve de ce qu'il avait fait. Elena, pourquoi avez-vous écrit des notes et les avez-vous cachées dans des livres de bibliothèque?
Sa voix a légèrement tremblé, mais elle a tenu bon, car j'avais essayé 17 fois d'obtenir de l'aide par les voies officielles et toutes les portes m'avaient été fermées. Je pensais que si je laissais des messages dans des livres, quelqu'un qui lit, quelqu'un qui s'intéresse aux histoires, s'intéresserait peut-être à la mienne. J'ai écrit 52 notes en 4 mois. Quelqu'un finirait bien par en trouver une. Chen a brandi la note, exactement celle que Dorothy Henderson avait découverte. Cette note t'a sauvé la vie. Tu y crois? Oui. Si Dorothy ne l'avait pas trouvée, si Wolf et Michelle n'avaient pas agi immédiatement, si les Hells Angels ne s'étaient pas mobilisés cette nuit-là, je ne pense pas que j'aurais survécu une semaine de plus. Le front arctique arrivait, le refroidissement éolien. Mon corps était déjà en train de s'éteindre. Chen a regardé le jury. Pas d'autres questions. L'avocat de Richard a refusé de contre-interroger. Que pouvait-il dire? Le jury a délibéré pendant 93 minutes. Coupable des 4 chefs de l'accusation. Condamnation à 15 ans de prison. Pas de possibilité de libération conditionnelle avant 12 ans. Restitution ordonnée de tous les fonds volés plus dommages et intérêts. Ordonnance restrictive permanente interdisant tout contact avec Elena. Lorsque le verdict a été lu, Elena n'a ni pleuré, ni souri, elle a simplement expiré longuement et lentement, libérant ainsi 11 mois de peur refoulée. Shepard lui a gentiment serré l'épaule. C'est fini. Non, a répondu Elena doucement. Ça ne fait que commencer. 6 mois plus tard, Elena se tenait devant la classe qui lui avait été attribuée à l'école primaire Lincoln, vêtue d'une tenue professionnelle et portant un badge de visiteur sur lequel était inscrit « enseignante stagiaire ». Elle était inscrite au Grand Rapids Community College, où elle suivait des cours de pédagogie en vue d'obtenir son diplôme d'enseignante. Le programme de logement transitoire l'avait aidé à trouver un petit appartement, une chambre, rien d'extraordinaire, mais c'était le sien. Elle avait acheté une voiture d'occasion avec l'argent du fonds fiduciaire. Elle avait trouvé un emploi de tutrice à la bibliothèque. Dorothy l'avait embauchée immédiatement. Sa vie n'avait plus rien à voir avec celle d'il y a 6 mois. Mais les souvenirs étaient toujours là. Le froid, la peur, le rejet, le sentiment d'être invisible alors que le monde continuait de tourner. Elle repensa à ses souvenirs en regardant les élèves de CE2 entrer dans la classe. 23 enfants qui parlaient et riaient, portant des sacs à dos presque aussi grands qu'eux. Puis elle le vit, un garçon d'environ 8 ans, assis au dernier rang. Il était plus calme que les autres. Ses vêtements étaient propres mais usés. Il avait des cernes sous les yeux. Et lorsque le professeur a demandé aux élèves de raconter ce qu'ils avaient fait pendant le week-end, il a répondu « Pas grand-chose ». Et il a baissé les yeux vers son bureau. Elena a reconnu ce regard. Elle l'avait elle-même porté. Après le cours, elle s'est approchée de la professeure principale, Madame Patterson. Ce garçon au dernier rang, Marcus, est-ce qu'il va bien? Madame Patterson a soupiré. Je me pose la question moi-même. Il est renfermé ces derniers temps. Il n'interagit pas beaucoup avec les autres élèves. J'ai appelé chez lui plusieurs fois, mais son tuteur me dit toujours que tout va bien. Son tuteur, Elena, sentit un frisson lui parcourir l'estomac. Puis-je lui parler? Demanda-t-elle. Juste une minute. Madame Patterson hésita, puis acquiesça. Je resterai juste à côté. Elena s'assit à côté de Marcus. Il leva les yeux, méfiant. « Bonjour, Marcus, je suis Mademoiselle Bennett. J'apprends à devenir enseignante ici. »« D'accord, je voulais te poser une question, et tu n'es pas obligé de répondre si tu ne veux pas. Mais est-ce que tout va bien chez toi? Je veux dire, est-ce que tu es en sécurité? » Les yeux de Marcus s'écarquillèrent pendant une seconde. Puis son masque de prudence revint. « Je vais bien. »« D'accord. Mais si jamais tu ne te sens pas bien, si jamais tu as besoin d'aide, je veux que tu saches que tu peux m'en parler, ou à Mme Patterson, ou à n'importe quel adulte ici, et nous te croirons. Nous t'écouterons, je te le promets. » Marcus la regarda longuement. « Comment sais-tu que les gens me croiront? » Elena pensa aux 52 notes cachées dans les livres de la bibliothèque, à ses tentatives auprès de la police, des services sociaux, des conseillers scolaires, à son rejet par tous les systèmes conçus pour la protéger. Puis elle pensa à Dorothy, à Wolf, Thunder, Shepard, Frost, Wrench et Anchor, environ 400 personnes qui s'étaient mobilisées parce qu'une personne avait décidé d'écouter. « Parce que j'avais besoin d'aide une fois, » dit Elena doucement, « et les gens m'ont cru, et ils n'ont pas arrêté jusqu'à ce que je sois en sécurité. »
Marcus ne dit rien, mais il hocha la tête une seule fois. Ce n'était pas un aveu. Ce n'était pas un appel à l'aide, mais c'était une connexion. Et Elena comprit que parfois, le lien était la première étape. Cette histoire ne parle pas vraiment de moto, de fonds fiduciaires ou de drames judiciaires. Elle parle de visibilité. Pendant 11 mois, Elena Rose Bennett était invisible. Elle s'asseyait tous les jours dans une bibliothèque publique, perdant du poids, portant les mêmes vêtements, toussant à cause d'une pneumonie, et des dizaines de personnes la voyaient. Certains la remarquaient, certains s'inquiétaient, certains lui offraient même de petites attentions. Mais une seule personne a agi. Dorothy Henderson n'avait pas suivi de formation spéciale. Elle n'était ni assistante sociale, ni policière, ni avocate. Elle était bibliothécaire, attentive, et elle a refusé de détourner le regard alors qu'il aurait été plus facile de le faire. Et cette seule action, lire une note, passer un coup de fil, refuser d'ignorer ce qu'elle avait vu et sauver une vie. Voici ce que cela signifie pour vous, où que vous soyez en train de regarder cette vidéo. Vous n'avez pas besoin de 400 motos pour changer le destin de quelqu'un. Vous n'avez pas besoin d'un gilet en cuir, d'un diplôme en droit ou d'une formation spécialisée. Vous devez être attentif. Vous devez vous soucier suffisamment pour poser des questions délicates. Vous devez croire les gens lorsqu'ils vous disent qu'ils ne vont pas bien. Il y a des Elena partout. Dans votre ville, dans votre quartier, sur votre lieu de travail, dans votre école. Des personnes qui tentent désespérément de survivre alors que les systèmes les laissent tomber. Des gens qui crient à l'aide d'une manière qui ne ressemble pas à un cri. Peut-être s'agit-il d'un collègue qui arrive toujours tôt au bureau et qui part tard parce qu'il ne veut pas rentrer chez lui. Peut-être s'agit-il d'un enfant qui sursaute lorsqu'un adulte élève la voix. Peut-être s'agit-il d'un voisin qui a perdu beaucoup de poids et qui ne vous regarde plus dans les yeux. Les signes sont là. La question est, les voyez-vous? Elena a écrit 52 notes avant que quelqu'un n'en lise une. 52 tentatives pour se faire entendre. Combien de personnes ont ouvert ces livres, vu les notes et les ont jetées sans les lire? Combien les ont vues et ont pensé, ce n'est pas mon problème? Dorothy était la 52e chance, et elle l'a saisie. Vous pourriez être la 50e chance de quelqu'un ou sa première. Si vous voyez quelque chose qui ne va pas, dites-le. Si un enfant vous dit qu'il a peur, croyez-le. Si l'histoire de quelqu'un ne tient pas debout, posez des questions. Si vous savez au fond de vous que quelque chose ne va pas, faites confiance à votre instinct. Oui, vous pourriez vous tromper. Vous pourriez vous mettre dans l'embarras. Vous pourriez rendre les choses gênantes, mais vous pourriez aussi sauver une vie. Thomas Wesley Richards purge une peine de 17 ans dans une prison d'État. Il a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation. La procédure de recouvrement des avoirs est en cours. Elena a récupéré environ 95 000 $ à ce jour grâce à la vente de la maison de ses parents et du véhicule de Richards. Elle ne récupérera jamais la totalité de la somme qu'il lui a volée, mais elle se construit une nouvelle vie malgré tout. Les sections Great Lakes et Iron Valley des Hells Angels ont mis en place un programme appelé Angels Watch 3 mois après le sauvetage d'Elena. Ce programme forme des bénévoles à reconnaître les signes d'exploitation financière, de mise en danger d'enfants et de maltraitance des personnes âgées. Le programme s'est étendu à 14 comtés du Michigan et de Pennsylvanie. En 6 mois, il a permis d'identifier 8 cas de maltraitance par des tuteurs, 4 cas d'exploitation financière de personnes âgées et 12 jeunes à risque qui avaient besoin d'une intervention. Elena obtiendra son diplôme du Grand Rapids Community College au printemps prochain avec un diplôme d'associé en éducation. Elle a déjà été acceptée dans 3 universités pour son programme de licence. Elle souhaite enseigner à l'école primaire. Elle continue de faire du bénévolat à la bibliothèque Riverside tous les samedis. Elle continue de voir Dorothy qui la serre dans ses bras chaque fois qu'elle franchit les portes de la bibliothèque. Et elle transporte une pile de petites cartes dans son sac à dos. Elle porte son nom, son numéro de téléphone et une phrase. « Si vous avez besoin d'aide, je vous crois ». Elle les laisse dans les livres de la bibliothèque, dans les toilettes de l'école, sur les panneaux d'affichage communautaire, partout où une personne désespérée pourrait les trouver, car elle se souvient de ce que l'on ressent lorsqu'on est invisible. Et elle est déterminée à ce que toute personne qui a besoin d'être vue trouve quelqu'un qui la regarde. Ce manteau gris qu'Elena a porté pendant 11 mois. Celui qui pendait sur son corps amaigri.
Celui qui ne pouvait pas la protéger du froid du Michigan. Celui qui sentait les grilles du métro et la survie. Elle l'a donné au programme de logement de transition. Non pas parce qu'elle voulait oublier. Les souvenirs comptent, même lorsqu'ils sont douloureux. Mais parce qu'elle voulait que quelqu'un d'autre sache que le manteau qu'il porte aujourd'hui n'est pas celui qu'il portera pour toujours. Que le froid ne dure pas. Que la faim prend fin. Que l'invisibilité peut être brisée par une seule personne qui décide de regarder. Le nouveau manteau qu'Elena porte est rouge vif, chaud, ajusté, impossible à y manquer. Elle veut être vue maintenant et elle veut que les autres sachent qu'ils méritent aussi d'être vus. Si cette histoire vous a ému, abonnez-vous à Gentle Bikers et cliquez sur la cloche de notification. Nous partageons des histoires de courage, de justice et de personnes qui refusent de détourner le regard lorsque quelqu'un a besoin d'aide. Commentez ci-dessous. Avez-vous déjà été la Dorothy de quelqu'un? Ou avez-vous eu besoin d'une Dorothy dans votre propre vie? Partagez votre histoire. Vous ne savez jamais qui a besoin de l'entendre. Et si vous connaissez quelqu'un qui est invisible en ce moment, Osman, qui se débat, qui a peur et qui essaie de survivre, partagez cette vidéo. Faites-lui savoir qu'il est possible d'être secouru, que les gens se soucient de lui, qu'il compte. Car l'histoire d'Elena n'est pas rare, elle est simplement rarement racontée. D'autres histoires de courage et de justice seront bientôt disponibles. D'ici là, soyez attentifs, posez des questions, croyez les gens et soyez la raison d'espérer de quelqu'un.